Déjà, la première chose, c'est de m'excuser si des fois, je n'arrive pas à trouver les mots en français parce que je n'ai pas l'habitude maintenant de parler dans votre langue. Et puis, des fois, on ne trouve pas les expressions, on ne trouve pas les mots. Donc, déjà, je m'excuse à l'avance. Après, OK. Donc, bon, la partie que je vais développer, c'est la partie qui parle des paramètres de la défense individuelle. Je vais mettre ça déjà du départ. Et puis, quand c'est le cas d'Alberto et de Rafa, si vous avez des questions à la fin, pour moi, ça sera un plaisir de vous répondre. Déjà, pour Rafa, tout à l'heure, à son intervention, il a parlé de religion. Moi, ma religion, c'est la défense individuelle. Et une fois, on est arrivé en France, Rafa et moi, en même temps, je pense qu'on a trouvé une réalité qui rassemblait beaucoup. Bon, il a parlé aussi qu'il avait aussi des mal pour mettre en place certaines choses, comme c'est le cas de certains travaux collectifs. Et même, tu as vu comme moi, Rafa, que c'était compliqué parce que même à niveau des moyens collectifs, c'était pas facile, c'était pas acquis. Donc, pour moi, ça a été le premier problème que j'ai trouvé quand je suis arrivé. Et de ce moment-là, j'ai commencé à développer un peu le travail sur la phase défensive parce que c'était pour moi la phase qui était plus importante dans les jeux collectifs, même si je ne sais pas d'oublier le travail en attaque. C'est très important. Et pour moi, les deux phases des jeux, ce sont importantes et pareil. Mais pour moi, la phase défensive, bon, c'était l'un des points qui devait développer parce que les profils des joueurs qu'on a trouvés depuis des années, c'était un profil qui venait soit du monde de foot à 11, et avec ça, il fallait faire un travail de base et de construction d'un modèle défensif sur lui. Sinon, c'était un joueur qui venait normalement du quartier. C'était un joueur avec un profil plutôt de freestyler, avec une capacité technique très très haute, mais pas forcément avec la même qualité tactique. Donc, c'est ça le travail que j'ai essayé de développer depuis les premiers moments. Donc, on va parler, je vais essayer de parler de ma vérité. Ce n'était pas la vérité. Vous avez vu que même Rafa, il a expliqué qu'il utilise plusieurs systèmes de jeu, en attaque et en défense, même Alberto. Et moi, je suis persuadé que mon système, ce n'est pas la vérité pour tout le monde, mais pour moi, ça a marché pendant des années. Donc, je vous l'explique. Je vais essayer de transmettre tous les paramètres, toutes les consignes que j'essaie de suivre et que j'essaie de transmettre à mes joueurs. Donc, on verra les principes défensifs, un peu pour la construction d'un modèle de jeu, mes principes défensifs, ceux qui pour moi sont importants. Et puis, on verra aussi les paramètres défensifs que j'essaie de mettre en place en fonction de la hauteur défensive qu'on va se trouver. Des fois, on va presser avec une défense haute. Des fois, la qualité du rival, les circonstances de match, les résultats, l'impossibilité de faire des fautes, parce que peut-être à ce moment-là, les arbitres, ils ont été plus rigoureux et ils nous ont mis sur la 5e faute collective rapidement. Donc, il y a plusieurs circonstances qui vont faire qu'on utilise une hauteur défensive ou une autre, et les paramètres, les consignes qu'on donne à nos joueurs à ce moment-là, ce n'est pas les mêmes forcément. Donc voilà, mes principes défensifs. On commence par la première. La première des choses qu'il faut mettre en place, surtout pour faire comprendre que c'est important à niveau d'équilibre tactique, c'est qu'un nombre plus grand de lignes défensives à niveau de schéma tactique qu'on choisit, ça va permettre un meilleur équilibre dans les jeux. Et ça va permettre aussi d'être plus près peut-être pour récupérer une balle ou pour induire à l'erreur à l'équipe rivale. Donc ça, c'est l'un des points qu'on va respecter. Puis après, la plupart des principes, la plupart des paramètres, il y a une petite vidéo ou un tableau qui va suivre après et qui va essayer d'expliquer ou de compléter l'information que vous donne. Donc voilà, les premières. Pour moi, si on parle de religion, pour moi, la position défensive de base, c'est la mienne.
Et moi, je pense que c'est important que tout le monde dans son travail comme entraîneur à chaque club, même quand on joue, quand on entraîne les plus petits, la base de chaque équipe, il faut qu'on commence à travailler ça. Ça nous permet que les joueurs soient capables de comprendre que dans les deux phases de jeu, l'attaque et la défense, même la défense, il est divertissant de travailler. Je ne parle pas comme Rafa, peut-être je ne suis pas comme Rafa qui parle d'attaquer la balle, parce que c'est les mots qu'il a utilisés. Parce que pour moi, il faut que les joueurs prennent conscience que la phase défensive est si importante que la offensive pour les devenirs du match. Donc, l'un des points forts pour moi, c'est la position défensive de base. Il faut travailler dans tous les exercices qu'on fait dans tous les séances d'entraînement. Et ça, dans tous les exercices, parce que même à l'échauffement, on peut corriger des positions défensives qu'on trouve. Et quand on parle de position défensive de base, on parle d'avoir les jambes un peu écartées, à la hauteur des épaules, du centre de gravité bras. Les bras, il faut qu'ils travaillent aussi, alors de contrôler les joueurs quand ils partent. Il faut travailler aussi sur les champs visuels, pas seulement sur les porteurs de ballon, mais aussi sur les côtés faibles, c'est-à-dire sur la part qu'on ne contrôle pas parce qu'on n'a pas des yeux derrière la tête. Donc, ça va nous permettre de dominer un espace, mais aussi dominer une série de paramètres qu'après on peut demander à nos joueurs. Forcément, la pression de porteur de ballon, si on va avec une défense haute, mais même si on va avec une défense à moitié de terrain, l'importance de presser correctement un porteur de ballon, ça va nous permettre aussi que le reste de l'équipe puisse faire son boulot et ça va nous amener peut-être à des situations qu'on pourra récupérer les ballons et on pourra nous mettre dans une disposition plus positive, plus facile pour nous. D'accord? L'une des choses qu'il faut travailler aussi, des principes défensifs qui pour moi sont importants, c'est aussi la défense du pied fort de l'attaquant. On parle souvent de dominer un espace. On peut dominer les centres, on peut dominer les couloirs, mais dès qu'on est déjà là, par exemple, on fait un bon pressing, on presse sur une défense haute, et on arrive déjà avec une défense de très qualité qu'on domine. Et les centres, par exemple, à ce moment-là, il faut que les joueurs soient capables aussi de maîtriser la défense du pied fort de l'attaquant, de se rendre compte c'est quoi les pieds forts, c'est quoi où il va peut-être faire plus de mal à notre équipe. Et à ce moment-là, si on est capable d'arriver déjà à dominer l'espace et puis à dominer les pieds forts et à presser les pieds forts de l'attaquant, à ce moment-là, je pense que le reste des choses, c'est plus facile. Donc, c'est l'une des choses que je pense que tout le monde devrait devoir tenir compte pour son travail dans chaque séance d'entraînement. Après, quand on fait un bon pressing, c'est l'une des choses aussi que moi, c'est pas maintenant que j'ai découvert ça, mais c'est vrai que dans les derniers temps, c'est l'une des choses que j'essaie de mettre un peu plus d'attention, un peu plus de concentration aux joueurs pour être attentif et être concentré pour se déplacer toujours dans la trajectoire du ballon. Ça veut dire qu'au moment que le ballon sort du jambe dans des joueurs, il faut que tous les joueurs, les 4 joueurs en défense, soient capables d'anticiper ces mouvements-là et d'arriver plus rapidement à la hauteur du ballon pour qu'à ce moment-là, on puisse, entre guillemets, voler la pensée offensive de l'équipe rivale. Si on est déjà là, les joueurs qui reçoivent le ballon, les joueurs qui contrôlent le ballon, à ce moment-là, il ne peut pas réfléchir sur l'action qui va suivre. Et nous, à ce moment-là, on est déjà là. Donc, c'est plus facile de faire les bons pressings pour dominer l'espace qu'on a demandé, soit les couloirs, soit les centres. Ça va être en fonction du coach, en fonction des paramètres qu'on a marqués. Et puis, à ce moment-là, ça sera plus facile de faire un bon pressing et dominer aussi les pieds forts. Comme ça, on mettra plus en difficulté à l'attaque. Puis, les replis défensifs, il faut mettre dans la tête de tous les joueurs. Pour moi, c'est les 4 joueurs qui participent dans l'action, pas 3. Et là, joueur, c'est lui qui marque les buts, c'est celui qui ne fait pas les efforts.
tous les joueurs, les 4, il faut qu'ils soient capables de faire les efforts. Moi, j'ai une règle d'or dans mes équipes, c'est qu'au moment qu'il y a un seul joueur qui ne fait pas tous les efforts défensifs, pour moi, c'est un joueur qui est fatigué. Et un joueur fatigué ne doit pas être sur le terrain. Bien sûr que tous, on connaît des réalités différentes. Quand on a un bon effectif, quand on regarde sur les bancs et on a 5, 6 joueurs et n'importe qui peut faire un remplacement, bien sûr que c'est plus facile. Mais c'est vrai que même dans une réalité où il n'y en a que 2, 3 remplaçants, il faut mettre dans la tête de tous les joueurs qu'il ne faut pas laisser de faire tous les efforts. Que même si on doit faire 3-4 minutes de qualité sur le terrain, puis reposer 2 minutes, ça va être bien, ça va être un point fort pour l'équipe, parce qu'à la fin du match, on aura fait le boulot ensemble. Et pas seulement avec l'effet de jouer plus de minutes, plus de temps de jeu. Et puis, l'un des principes que j'essaie aussi de mettre dans la tête de tous les joueurs, il faut se rendre compte dans toutes les situations, surtout dans la situation de dualité, de 2 contre 2, qu'il faut faciliter le travail défensif pour éviter de perdre à hauteur défensive et avec un saut défensif. Puis, on verra avec des exemples en vidéo et quelques exemples qui vont nous faciliter ce travail-là. Donc voilà, et on regarde sur le terrain et sur les tableaux quelque chose qu'on a déjà parlé, comme c'est les lignes défensives. Dans ce travail, dans ces tableaux, on regarde un système d'attaque 3-1 avec une équipe placée avec un 3, avec un pivot, et une équipe qui défend avec une situation, un système défensif 1-2-1. Voilà. Ici, on trouve 3 lignes défensives. La première ligne défensive, c'est le premier joueur qui presserait. Puis, il y a une deuxième ligne défensive formée par les 2 alliés. Et à ce moment-là, un fixe qui s'occuperait du pivot. Il y aura d'équilibre. Et à ce moment-là, on pourrait, même s'il y a des passes, il y a des joueurs qui partent, qui rentrent, qui reviennent, on aura l'équilibre et ça sera plus facile d'être bien placé pour la récupération de la balle ou même pour éviter la progression de l'équipe rivale. On peut aussi, sur ces systèmes d'attaque de 3-1, trouver un système défensif 2-1-1. C'est un système défensif énigré, il y a plusieurs équipes qui l'utilisent déjà et qui est divertissant pour l'attaquer parce que c'est pas facile des fois, mais c'est aussi, il y a aussi la manière de piéger ces travail défensif. Mais ça nous donnerait quand même un équilibre défensif. Voilà. Et puis, les schémas tactiques, si on travaille sur des équipes qui travaillent avec un système d'attaque 4-0, normalement, on défend avec un système défensif de 2. Mais si on a des équipes qui défendent en zone ou qui défendent avec un système 1-2-1 et que c'est aussi difficile d'attaquer si les paramètres défensifs évitent la progression du rival. Donc, on va regarder quelques vidéos. La première des vidéos, j'espère que ça va se voir. Et après, sur les commentaires qu'on a vus sur le chat, et on a vu des fois que ça ralentissait un peu parce qu'on est beaucoup connectés et des fois c'est compliqué. Ici, c'est le travail défensif. Et on va voir la position défensive de base, toujours orientée vers les ballons et avec les jambes un peu écartées, les centres de gravité bas. J'espère que ça va se voir. On voit. À ce moment-là, j'arrête un petit moment. On voit la pression sur les porteurs de ballon. Chacun s'occupe d'un joueur, donc c'est une défense individuelle. Et les 2 joueurs les plus loin de l'action, ils sont attentifs à l'action qui se déroule dans le jeu. Donc, tout le monde respecte bien les principes défensifs qu'on a discuté tout à l'heure. Et puis, on est attentif à la possibilité d'une action dans les côtés faibles. Je fais continuer la vidéo. Ici, on voit un saut défensif, c'est-à-dire ces joueurs à sauter sur l'autre attaquant, qui c'était ces joueurs de Léo.
Et c'était le moment de faire ces changements défensifs et d'être prêt pour ne pas perdre à tour défensif. Et si on regarde, lui, il est attentif avec un bon placement défensif, les centres de gravité, la position défensive de base, ça serait correct. Ici, on perd un peu l'image du ballon, mais normalement, la plupart des joueurs ils sont corrects. Et puis, l'effet d'être dans une bonne disposition avec une bonne position défensive de base, et je fais arrêter la... Excusez-moi. Excusez-moi, je me suis avancé un petit peu. Je laisse courir la vidéo jusqu'à la fin. Bonne position défensive de base, il y a un saut défensif, tout le monde est attentif sur le ballon. Ici, on attaque la balle et à ce moment-là, on est déjà sur le ballon. Même la bonne disposition du reste des joueurs, ça permet d'une récupération de balles et après, il n'y a pas de succès, mais on était déjà là. Mentalement, on était déjà là. Donc voilà, je ne sais pas si ça se voit correctement, ça se coupe, Rafa? Non, ça oui. va. Ça va? Tu as la chance. Ok, on passe à la pression sur le porteur de ballon. Ici, on voit aussi dans la vidéo, tout le monde est attentif. Ici, on presse dès la relance du gardien. C'était un moment qu'on perdait les matchs, donc c'était les circonstances qu'on subissait à ce moment-là. Donc, nous, on devait à tout prix récupérer près de la cage pour avoir la possibilité de marquer. Donc, on a marqué la ligne d'une défense haute pour la défense et surtout avec le but de récupérer la balle rapidement. Quand on regarde les vidéos, vous allez voir peut-être des erreurs de placement. Moi, l'équipe des vidéos que j'ai mis, des fois, je ne laisse pas dans les meilleures dispositions à mes équipes, mais au moins, on pourra voir les choses qu'on essaie de parler. D'accord? Donc voilà, en relance du gardien, placement 4 secondes. À ce moment-là, balle sur les derniers joueurs. À ce moment-là, bon pressing, tout le monde est prêt, bonne position défensive de base. Ces joueurs attaquent la balle et toujours, lui, il est toujours le même. Il est Zach, il est un belge qui est défensivement, il est un chien. Ça nous permet de récupérer la balle et puis, bon, on finit pas, mais au moins on récupère et on a la possibilité d'avoir un attaque placée. On continue. Sur le repli défensif, ici, j'avais mis l'exemple d'un match contre KB, l'équipe à Johan. Et ici, on va voir deux replis défensifs. Celui qui fait KB au moment qu'on monte la contre-attaque et au moment qu'on perd la balle à la contre-attaque. Et puis, tous les 4 jours, vous allez voir l'intensité défensive pour revenir et rapidement se mettre à la hauteur de la balle. Voilà, excusez-moi par rapport au bruit. Et déjà, on récupère la balle. Il y avait un bon placement défensif de Gebli. Et merci Rafa pour ton travail avec lui pendant des années à Chirol. C'est pas facile avec Gebli. Et puis, bon, on récupère la balle, on monte la contre-attaque. À ce moment-là, on fait un mauvais choix, à mon avis. Et puis, on perd la balle. Et je vais répéter. Puis je vais essayer aussi de mettre la vidéo encore une fois. Je ne suis pas capable de silencier la vidéo. Bon, donc voilà. Attaque de KB. À ce moment-là, il s'essaie de faire une passe longue, une diagonale. On récupère la balle. Excusez-moi, encore une fois. On fait la contre-attaque. On frappe, récupération de balles, et puis les 4 joueurs
doivent arriver rapidement, les 4 joueurs doivent arriver rapidement à la ligne de balle pour éviter rapidement, pour défendre rapidement cette infériorité numérique. Pour moi, c'est ma religion. S'il y a un seul joueur qui n'est pas capable de faire ça, ce joueur, automatiquement, il va sur le banc. Il va repousser pour l'action d'après continuer son travail. Pour équilibrer les dualités et même pour créer des supériorités numériques défensives, on a les sauts défensifs. Ici, on va voir 2 exemples. La première, pour équilibrer une menace de blocs qui va faire ces joueurs, ici, le numéro 19 de Sporting. On le voit. Ici, il y a une menace de blocs. On le revoit. Je vais arrêter un petit moment. Ce joueur va sur les défenseurs il va aller sur les défenseurs qui défendent les porteurs du ballon. Il va essayer de faire un bloc. D'accord? Ces joueurs, pour moi, ils doivent sauter. Toujours. Au moment qu'il y a une menace et on voit que ces joueurs, les porteurs de ballon, réalisent une conduite de balle dans l'axe, à ce moment-là, ils doivent se rendre compte pour rapidement sauter et équilibrer cette dualité en attaque. Donc, pour moi, on ne perd pas d'auteur défensif et ça, c'est l'un des travaux qu'on doit inculquer à nos joueurs pendant tous les travaux de toutes les séances d'entraînement. Et puis, pour créer une supériorité numérique, les sauts défensifs ne doivent valoir uniquement à équilibrer une dualité, mais aussi à créer des supériorités. Mais il faut faire attention parce que des fois, quand on fait une situation de 1 contre 2 défensif, il faut savoir à qui on le fait. On va le voir ici que les choix de nos joueurs, des 12 joueurs qui étaient dans la première ligne défensive, ce n'était pas sur les pires des joueurs de Toulon. On le voit? Voilà, c'était Nito. À ce moment-là, ce joueur quitte sa marque, que c'était Poupa, et il essaie de faire une situation de 1 contre 2. Ça s'appelle aussi un saut défensif, sauf qu'à ce moment-là, il y a Nito. Lui, il est capable techniquement de faire un bon contrôle, un bon dribble et même de sortir d'une situation compliquée. Donc, quand on fait des situations de 1 contre 2, il faut savoir aussi à qui on le fait et sur quelles circonstances on le fait. Un mauvais contrôle ou un joueur qui peut-être n'est pas trop doué techniquement. On passe. OK. Et le deuxième point, donc on va parler un petit peu, c'est les paramètres selon le secteur défensif. Pour moi, et après peut-être on n'est pas tous d'accord, mais pour moi, il y a trois secteurs défensifs. J'ai parlé aussi des 3 secteurs défensifs. La première des secteurs défensifs, c'est quand on va presser haut. On parlerait d'une défense haute. Quand on parle d'une défense au milieu de terrain, et puis quand on se place sur une défense basse. Pas tous les travaux qu'on fait, tous les paramètres qu'on suit dans une défense haute sont les mêmes que dans une défense basse. Donc, je vais essayer de discuter un petit peu, de parler, de présenter un peu le travail, les paramètres qu'on suit dans mes équipes. Et après, peut-être pas tout le monde est d'accord et pas tout le monde partage les avis que j'ai sur les paramètres que je mets en place. Mais bon, après, on les discute et moi, je suis ouvert toujours à changer et à modifier des choses, mais au moins, à chaque fois qu'on a essayé de travailler sur ces paramètres-là, ça a marché et on a eu la chance, on a eu les bons choix d'avoir un bon résultat. Qu'est-ce qu'on devait faire quand on parle des 3 auteurs défensifs? C'est de fixer des objectifs, de fixer aussi des schémas tactiques, par exemple dans l'intervention de Rafa. Il a parlé aussi que quand il allait sur une défense haute, il utilisait un type de défense ou un autre. Et ce n'était pas les mêmes que quand il était dans une défense basse. Donc, nous, pareil, on devait faire aussi, on devait fixer les objectifs, savoir faire arriver notre discours à nos joueurs et savoir aussi qu'à chaque fois, il faut utiliser un schéma tactique en fonction des circonstances, en fonction aussi des paramètres
de l'équipe rivale et puis fixer très clair les paramètres pour que tout le monde travaille sur les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'au moment qu'il y a un changement défensif, au moment qu'il y a un remplaçant qui rentre dans les jeux, ces joueurs-là soient capables de travailler sur les mêmes discours. Ici, on voit un exemple sur une défense dynamique. C'est une défense qui va changer en fonction si on va sur une défense haute et soit une défense sur le milieu du terrain. Ici, on venait de marquer, c'était l'égalisation un partout contre Gabé. Nous, c'était un moment compliqué de la saison parce qu'on devait sortir de la zone rouge pour éviter d'être relégué. Et puis, des fois, on n'avait pas la confiance sur quelques situations de match. Donc, des fois, on n'arrivait pas à comprendre la difficulté et des fois, on allait sur une défense haute avec le but de faire un bon pressing, mais pas avec le but de récupérer la balle et pas tout le monde comprenait ça. On voit l'exemple. Ici, on essaie de faire un bon pressing, mais sans le but de récupérer la balle. Puis, la défense est dynamique. Dès qu'il y a une passe sur les pivots, ça nous oblige à redescendre un peu. Mais c'est Gebli qui demande un peu calme. Et au moment qu'on commence à monter un petit peu la défense, à faire un bon pressing sur le porteur du ballon, bon, jusqu'au moment que même on récupère et on essaie de récupérer rapidement pour finir. Bon travail, Rafa, c'était facile avec lui. Bon, c'est juste pour dire que les objectifs et les paramètres qu'on va suivre et avec une défense haute, qui peuvent être la récupération de la balle, peut-être juste le fait d'éviter la progression du rival, ce n'est pas peut-être les mêmes que quand on se place avec une défense au milieu du terrain. Et maintenant, on va discuter un peu sur ça. Les paramètres défensifs, pour moi, c'était mes paramètres défensifs. Ça n'a rien à voir avec peut-être les paramètres défensifs que vous utilisez dans vos équipes. C'est les paramètres défensifs que j'essaie de mettre en place, que j'essaie d'inculquer à tous les joueurs. C'est la pression du porteur du ballon. Surtout, il faut que les joueurs soient concentrés pour éviter de perdre à hauteur défensive. Des fois, on les réussit. Des fois, c'est plus compliqué parce que les joueurs ne s'identifient pas les moments où il faut changer défensivement. Et c'est compliqué, après on verra sur les tableaux, pour moi c'était quoi la situation idéale pour changer défensivement, parce que là, l'une des difficultés que j'ai trouvées au premier moment que je suis arrivé en France, c'était que les joueurs n'étaient pas capables d'identifier à quel moment il fallait changer défensivement et à quel moment il fallait suivre son joueur et continuer avec une défense individuelle pure. Et ça m'a amené à changer mes paramètres et à me dire, bon, alors on va mettre un peu plus, on va forcer un peu plus ces situations et on ne changera pas tant que les joueurs ne soient pas capables d'identifier à quel moment il faut changer. Donc des fois, le fait que les joueurs soient persuadés de continuer, de suivre les mouvements défensifs de chaque joueur, ça amène des fois à ne pas identifier les situations où il faudrait changer. Ou peut-être des fois à être trop agressif et à se charger des fautes. Et que des fois, à la fin de chaque période, c'est intéressant de au moins se garder une ou deux fautes pour éviter une contre-attaque ou pour arrêter les jeux au cas où on est trop fatigué. Voilà. Après la réussite défensive, quand on va avec une défense haute, pour moi, cet objectif d'induire à l'erreur, c'était pour moi l'objectif qu'on devrait suivre, pas la récupération des ballons. La récupération des ballons, c'est une conséquence du travail défensif. Des fois, c'est mal compris et des fois, on essaie de voler rapidement et ça amène à l'équipe rivale à dépasser une ligne défensive et ça nous oblige à défendre une infériorité numérique. Donc, voilà, il faut éviter ça parce que pour moi, le but principal, c'est de ne pas prendre des risques, même si on se trouve dans une défense haute et on est loin de notre catch. La consigne que j'ai essayé d'inculquer à mon équipe, c'est de dominer les centres. Pour moi, c'est très important, ça nous donne beaucoup d'équilibre. Mais cette situation de dominer les centres, ça change si l'équipe rivale travaille avec un système d'attaque 3-1 et surtout un bon pivot.
Si l'équipe va travailler avec un bon pivot, au moment que la balle arrive sur le couloir où se trouve le pivot, il faut changer un peu cet avis-là et il faut demander de dominer le couloir, c'est-à-dire de déplacer la position défensive de base, devrait amener à l'attaquant à ne pas jouer sur les pivots et à chercher d'autres solutions. Les sauts défensifs, moi, je les permets à ce moment-là, sur les situations de dualité, comme c'est le cas d'un rideau à une menace de bloc, et aussi s'il y a un mauvais contrôle où les joueurs se trouvent des deux à notre cage pour créer des situations 1 contre 2. Les changements défensifs, qu'on le verra après sur le tableau, seulement si le pressing il est efficace. Si la pression sur le porteur de ballon il est efficace, et l'attaquant qui part sans le ballon, logiquement, part par derrière du champ visuel des joueurs qui se trouvent dans l'axe, à ce moment-là, je peux suivre un peu son mouvement. Et au moment qu'il y a des contacts visuels sur les joueurs qui reviennent du côté opposé, à ce moment-là, je peux lâcher l'attaquant et contrôler les joueurs qui reviennent sur moi. Et le changement défensif, pour moi, il est obligé sur les situations de bloc. Après, l'ailier opposé à l'action du jeu domine l'axe. Et il faut se mettre vraiment à cette hauteur défensive de la défense haute dans l'axe. Et puis la défense individuelle, ça doit continuer individuel sans option de saut sur relance du gardien, parce qu'il n'y a pas de pressing sur lui, pour sur situation de touche près de la cage rivale. Voilà, et puis la repli défensive, comme on a dit tout à l'heure, les 4 joueurs en cas de perte. Les 4. Pas les 3 et un joueur qui revient un peu à 50% de son travail défensif. On voit un exemple sur vidéo et puis on travaillera quelques situations sur le tableau. Ici, on finit une attaque, l'équipe de Nantes récupère la balle, il y a la relance du gardien, tout le monde est prêt, tout le monde suit sa marque, ballon sur les derniers hommes, et à ce moment-là, le pressing, on pourrait considérer qu'il est bon. Ici, bien sûr, c'est une faute de livre. Mais bon, l'arbitre considère que ce n'est pas faute, on continue et ça nous permet de récupérer la balle et de finir rapidement. C'est un exemple de l'agressivité défensive qu'on devrait avoir, de la position défensive de base, du fait de dominer les centres aussi. Et ça doit servir comme exemple. On passe. Je répète encore une fois, on termine l'action, les gardiens récupèrent la balle, on est déjà là, tout le monde est attentif à la balle, à l'action du jeu. Pressing, on ne perd pas le temps. À ce moment-là, bon pressing, ces joueurs essaient de dominer l'axe, peut-être il devrait se placer un peu plus. Lui, il aurait dû suivre sa marque, mais les arbitres ils nous ont laissé un peu continuer, donc voilà. Voilà, sur le tableau. Et pour moi, rapidement, la situation idéale, que pour moi, ça devrait nous permettre de faire un changement défensif. Le joueur numéro 1, le fixe, il va envoyer la balle sur les ailiers, sur le numéro 3. Ici, il va se produire un bon pressing et on va voir les mouvements en attaque de 1, les mouvements défensifs de 4 et de 3. Et puis, on verra à quel moment le joueur numéro 4 il va lâcher sa marque pour s'occuper des numéros 2. D'accord? Donc, je fais les mouvements. Il y a une passe sur 3. Et ce joueur, il doit d'abord suivre les mouvements en attaque de 1 et il ne quitte pas sa marque jusqu'au moment qu'il n'y a pas de contact visuel sur 2. Et il le fait uniquement parce que vraiment, cette situation de pression sur le porteur de ballon, il est efficace. Sinon, pour moi, à mon avis, c'est la seule situation où je demande à mes joueurs de changer. D'accord? Sinon, qu'est-ce qui peut se produire s'il n'y a pas un bon pressing sur les porteurs de ballon, sur le numéro 3, au moment que ces joueurs contrôlent la balle? Regardez un peu les mouvements. Il n'y a pas un bon pressing. Ces joueurs se placent entre lignes. Le numéro 4 a lâché un peu sa marque, mais à ce moment-là, le numéro 2 qu'il a vu qu'il n'y avait pas un bon pressing, il a continué. Donc, à ce moment-là, ce joueur numéro 4, il ne participait pas dans le travail défensif.
Ici, il y aurait la possibilité d'une passe entre lignes sur 1 et même une passe longue sur 2 qui ne dépasserait pas une ligne défensive, mais 2. Donc pour moi, je répète, d'accord, la situation. Ici, ce joueur, il fait un mauvais choix parce qu'ici, il n'y a pas un bon pressing. Et c'est bon, ce pressing qui n'est pas efficace, ça amène à ces joueurs à pouvoir avoir la possibilité de prendre la décision qu'il veut, soit la passe entre lignes, soit la passe longue, même la conduite. Donc voilà, s'il n'y a pas un bon pressing, chaque joueur dans mon équipe, il doit continuer avec sa marque. Voilà, on continue, on met quelques exemples. Ici, on sort de pression, on perd la balle, si Choice il fait un mauvais... Et à ce moment-là, quand vous voyez, bonne position défensive de base, tout le monde attentif, et près du ballon, et ça nous amène à avoir un premier moment qu'on peut récupérer la balle. On ne la récupère pas, mais on continue avec une défense haute. Tout le monde attentif, tout le monde avec une bonne position défensive de base, et on continue bien placé, agressivité défensive, on domine le centre. Ici, ce joueur, peut-être, il doit être plus près de l'action, mais après, on peut rien lui dire parce qu'après, il est prêt et même c'est lui qui récupère la balle. Voilà un peu l'agressivité, le travail défensif que j'essaie de mettre en place quand on va sur une défense haute. Voilà. Bon, on passe à travailler sur la défense au milieu du terrain. Quels paramètres je demande à mes joueurs de mettre en place à chaque fois qu'on se place au milieu du terrain? Déjà, ça change un peu parce que l'objectif, ce n'est pas qu'il y aura l'erreur. Parce que des fois, on marque une ligne défensive et même si cette défense-là n'est pas dynamique et on place cette ligne-là et on demande à nos joueurs de continuer, même si l'équipe rivale réalise un mauvais contrôle, s'il y a la possibilité de continuer sur une défense haute. Le travail que je demande là, sur une défense au milieu du terrain, c'est le travail sur la position défensive de base. Et moi, je demande à mes joueurs d'être patients. L'erreur va se produire. Tard ou tôt, ça va se produire. Donc, si on est bien prêt, si on est bien concentré, si on ne fait pas d'erreur défensive, si on ne force pas à que l'équipe rivale profite d'une supériorité numérique, à ce moment-là, il y a toujours une possibilité de l'équipe rivale, de l'équipe en attaque qui va faire une passe risquée, qui va prendre un mauvais choix. Et à ce moment-là, si on est concentré et on est prêt, on pourra récupérer la balle et on pourra monter la contre-attaque. Donc, je demande à mes joueurs de changer un peu l'idée mentale pour être plus patient. Voilà, l'agressivité défensive, ça continue, mais d'être plus patient. On continue avec les centres, sauf, comme tout à l'heure, si on trouve des équipes qui travaillent avec un bon pivot, et au moment que la balle arrive sur les côtés forts du pivot, à ce moment-là, on demande de changer et de dominer les couloirs. Les liens opposés à l'action doivent se mettre aussi un peu dans la ligne imaginaire de l'axe, mais un peu moins, pour éviter justement la progression du rival. Si l'équipe rivale, à ce moment-là, on voit qu'on est trop sur la ligne imaginaire de l'axe, et à ce moment-là, ils font tourner les jeux rapidement sur les côtés opposés, on peut trouver qu'ils ont la possibilité de progresser, ou même s'ils se trouvent un peu plus près de la cage, de tirer, et ça nous empêcherait d'avoir un bon contrôle et un bon équilibre de l'attaque. Donc, je demande d'être attentif à l'axe, mais pas de la même façon que quand on se place avec une défense haute. Les sous-défensifs permis de la même façon, pour ne pas perdre le tour défensif ou pour créer des situations 1 contre 2. S'il y a un mauvais contrôle, et si l'équipe, si les joueurs qui se trouvent sur les couloirs, ils se trouvent sur les deux, des deux à notre cage, les changements permis, défensifs permis, si c'est deuxième ligne défensive, ça change par rapport à la défense haute. Ici, moi, je préfère que les joueurs qui se trouvent dans la première ligne ne changent pas que dans cette situation. C'est-à-dire, si c'est la deuxième ligne défensive qui annonce. Et
on change obligatoirement si c'est sur situation de bloc, parce que sinon, on se trouve sur une infériorité numérique pendant un petit moment. Et le gardien de but, à ce moment-là, on le met un peu en place et lui doit dominer l'espace de 6 mètres pour aider en cas de parallèle. Et ici aussi, l'un des paramètres que je mets en place, c'est que les pivots doivent être défendus par devant. Lui, au moins à sa même hauteur pour mettre en difficulté le travail des contrôles et de donner une possibilité pour endosser une action à l'équipe rivale. Voilà. Donc, pareil, on fait un exemple. Ici, c'est le travail défensif qu'on fait au milieu de terrain, défense défensive, position défensive de base. On est patient, on ne va pas au bord du ballon. Même si des fois, on quitte un peu le milieu de terrain, on reste toujours avec l'idée de continuer, de chacun suivre sa marque, d'être toujours en dominant le centre. Voilà, on ne se stresse pas, on ne force pas d'erreur. On essaie que l'équipe rivale travaille. Nous, on ne quitte pas l'idée d'être patient. Et comme ça, si l'équipe rivale a le ballon, mais il a le ballon dans cette zone-là, ils ne sont pas dangereux. Ici, il y a les sauts défensifs dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y aura un moment que l'équipe rivale devra faire un choix. Ici, il perd la balle, mais nous, on est bien placés, on n'a pas souffert de danger. Et avec ça, pour moi, on est bien mentalement dans le jeu. On voit quelques exemples de sauts défensifs. On a dit tout à l'heure, il y a deux possibilités de sauts défensifs. Une saute défensive, c'est juste pour équilibrer une dualité, pour éviter que l'équipe rivale se trouve avec une supériorité numérique. Donc, ça serait d'égaliser une situation 2 contre 2 pour continuer avec une situation 2 contre 2. Donc, on a vu tout à l'heure l'action. Ça va être ces joueurs-là qui réalisent les sautes. Ici, il y a une possibilité de dualité. Ces joueurs continuent avec les pressings et à ce moment-là, ils se rendent compte qu'il y a un rideau et ces joueurs font une conduite dans l'axe. Donc, pour moi, c'est plus facile pour ne pas perdre la hauteur défensive et même pour monter notre ligne défensive jusqu'à une défense haute. Et l'autre possibilité, comme on a vu tout à l'heure, c'était la possibilité de faire j'avance un peu la vision, de faire un changement défensif, un saut défensif pour justement créer une situation en contre deux défensif et à ce moment-là se trouver avec une bonne disposition, même en vol du ballon. Mais à ce moment-là, il faut faire attention à qui on fait les sauts défensifs parce que sinon, on se trouve qu'on peut défendre une infériorité numérique très près de la cage. D'accord, on passe. OK. Ici, on va voir quelques changements défensifs, mais ce n'est pas des changements défensifs comme on a vu tout à l'heure sur le tableau. C'est des changements défensifs qui annoncent la deuxième ligne défensive. Pour moi, si on est bien placé, si à ce moment-là, on est concentré, les joueurs qui regardent à ce moment-là les films de ce qui se passe sur le terrain, c'est les joueurs qui se trouvent dans la dernière ligne défensive. Ça, on pourrait parler aussi du gardien, mais ils se trouvent un peu loin de l'action. Donc, si ces joueurs identifient une situation où c'est facile d'échanger pour la première ligne défensive et de continuer avec la même hauteur défensive, moi, je demande à mes joueurs de parler, de communiquer, d'être toujours attentifs à l'action. Donc, on regarde ici qu'on va trouver quelques changements défensifs. Ici, ça, c'est un changement défensif sur Souli, sur l'action qu'il y a ici. Il y a un mouvement d'un joueur qui entre et un autre joueur, et c'est Léo qui l'annonce. Et pareil, dans l'autre côté, parce qu'au moment que ce joueur il a entré, il y a l'annonce de la deuxième ligne défensive. Ça nous a permis de ne pas perdre à hauteur défensive, de continuer le travail, la première ligne dans la première ligne et la deuxième ligne dans la deuxième ligne. Voilà, ici, comme on a dit tout à l'heure, l'un des paramètres qu'on essaie de mettre en place, c'est la défense du gardien. Le cinquième joueur, c'est les joueurs qui donnent l'équilibre, c'est comme un fixe, et un libéro à l'ancien, et c'est un joueur qui va nous donner l'équilibre, surtout pour les actions de parallèle. Et je demande à Floyd, qui c'est notre gardien,
un très bon gardien, qu'il est toujours attentif au jeu, d'anticiper, de suivre à chaque fois l'action du jeu, comment ça se déroule, et d'être toujours dans la possibilité d'intervenir si quoi qu'il doit quitter la surface et de quitter les 6 mètres. Donc, vous regardez. Si KB travaille l'attaque placée, ils sont calmes, ils essaient de trouver la meilleure des solutions. Voilà. À ce moment-là, c'était le pivot qui vient contrôler. Et à ce moment-là, il change trajectoire. Et à ce moment-là, Floris, il était attentif. Il a vu cet espace-là. Il a pu s'anticiper et devenir le 5e joueur, le 5e défenseur, comme ça me plaît. Après, il y a un mouvement qu'il faut travailler aussi. Il faut que chacun de nous, je pense que tout le monde travaille, mais il faut faire attention parce qu'à chaque fois qu'on se fait éliminer, il y a un mécanisme, il y a un automatisme qu'il faut faire beaucoup d'attention. C'est de quelle façon on tourne défensivement. Quand on tourne défensivement, c'est le mécanisme qu'on met en place pour justement équilibrer un joueur qui se fait éliminer. Et à ce moment-là, il n'y a pas la manière, si ce n'est pas avec un autre joueur défensif, d'équilibrer cette situation d'infériorité numérique. Donc, on va voir quelques exemples. Ici, il passe du fixe, il envoie sur l'ailier. Ici, il menace un contre un, il fait un contre un. J'arrête. D'accord. Léo, le fixe, il était attentif à son joueur. Donc, le but de ces mouvements défensifs, de tourner défensivement, c'est au moins que ce joueur il se fait éliminer, même s'il n'est pas vraiment éliminé, parce qu'il pourrait peut-être arriver à l'action. Lui, il va rapidement sur le ballon, et au moment qu'il quitte son espace, ça oblige au 3e joueur à faire la même chose sur lui, de quitter sa marque, parce qu'il faut justement équilibrer le jeu avec ces mouvements défensifs. Donc voilà, ça donnerait ça comme résultat. D'accord? Ok. Je répète pour que ça se voit. Le fixe envoie au 6. À ce moment-là, il commence la contre 1. Et le mécanisme de tourner défensivement, ça se met en place. On voit un autre exemple de l'autre côté. Pareil, dans les mêmes matchs. Pareil, à contre un défensif, le fixe, il est sur sa marque, mais au moment qu'il connaît la qualité de ses joueurs, il quitte sa marque pour aller récupérer le ballon. Et rapidement, Ayoub, qui était sur l'ailier, il quittait sa place aussi, sa position défensive, pour aller rapidement sur le ballon. Pardon, sur la position de fixe. Regardez les mouvements de ces deux joueurs défensifs. Voilà, c'est un mécanisme qu'il faut qu'on travaille parce qu'il y a des équipes avec des joueurs qui techniquement sont très capables et capables aussi d'éliminer n'importe quel joueur, même les meilleurs défenseurs de notre équipe. Bon, on passe avec la défense basse. On continue les paramètres qu'on essaie de mettre en place, le travail sur la position défensive de base, l'intensité et concentration défensive, parce qu'à ce moment, on se trouve plus près de notre cage. Et moi, je demande à mes joueurs d'être plus concentrés si c'est possible. La réussite défensive, avec l'objectif d'être patient, mais aussi, si des fois l'équipe rivale se rapproche beaucoup de nos marques, aussi d'induire à l'erreur. Si on est capable de monter l'intensité parce qu'à ce moment-là, la qualité de l'équipe rivale a descendu un petit peu ou on a détecté une erreur en attaque. On continue avec les centres. Cette fois-ci, pour moi, je ne changeais pas trop mon avis de dominer les centres. Même si l'équipe rivale travaille avec un bon pivot, à ce moment-là, avec une défense basse, moi, je continue avec le but de dominer les centres. L'ailier opposé à l'action du jeu, il a plus de responsabilités individuelles. Donc, on a passé avec une défense haute de demander à ces joueurs qui se trouvent dans le placement opposé à l'action de venir dans l'axe.
Et justement, quand on parle d'une défense basse, on lui demande plus de responsabilités individuelles, c'est-à-dire de suivre avec sa marque. Parce qu'à ce moment-là, si l'équipe rivale fait tourner les jeux de l'autre côté et on est loin de cet attaquant-là, à ce moment-là, on va se trouver avec un vrai problème. Les sauts défensifs plus intenses à ce moment-là, parce qu'on se trouve plus près de la cage, et une situation de rideau ou de menace de bloc ou un bloc, ça peut amener rapidement à une situation de frappe de la part de l'équipe en attaque. Mais aussi pour créer des situations en contre-don s'il y a un mauvais contrôle, si on détecte que les joueurs rivales il a moins de qualité technique, peut-être, et à ce moment-là, ça nous permettrait de créer cette situation de contre-don, de voler la balle et de monter rapidement la contre-attaque. Les changements défensifs, je ne les permets pas à ce moment-là que sur situation de bloc. Après, même s'il y a des possibilités de faire des changements défensifs, parce que la deuxième ligne défensive détecte que c'est possible, on se trouve plus près de notre cage, on a plus de danger si on ne fait pas bien les changements défensifs. Donc, comme on demande plus de responsabilités individuelles ici à chaque joueur, je demande dans ma défense individuelle de ne pas faire des changements défensifs que sur les situations de bloc, parce que c'est obligé. Ici, c'est le gardien de but qui tourne défensivement. Comme on a vu tout à l'heure que c'était les fixes qui tournaient défensivement et ça amenait aussi à l'ailier à continuer les mouvements pour tourner défensivement. Ici, dans l'ère dernière, 6-7 mètres, au moment qu'un joueur se fait éliminer au couloir, c'est les gardiens qui doivent faire le travail défensif. C'est les joueurs qui doivent équilibrer, c'est les joueurs qui doivent faire ces mouvements défensifs de tournée. Pareil, avec la défense de pivot, par devant du joueur ou à sa même hauteur pour lui créer des possibilités et aussi d'être prêt et de pouvoir s'anticiper s'il y a un mauvais passe ou un mauvais contrôle de la part du pivot. Ici, comme on se trouve plus près de la cage et quand il y a une équipe qui attaque avec un pivot, il y a toujours des passes au pivot. Je demande aussi à mes joueurs d'être plus attentifs, plus concentrés à toutes les continuations et après une passe au pivot. Et pas seulement les joueurs qui font la passe, mais les joueurs qui se trouvent loin du champ visuel des défenseurs. Et plus de concentration surtout en toutes les actions de combi, toutes les situations de stratégie, les touches, les corners, les coups francs. Ici, je demande à mes joueurs d'être des chiens. Au moment que les joueurs il est concerné dans chaque action, on voit que l'équipe, à niveau collectif, répond très, très, très clair. Donc, on voit un exemple par rapport à la qualité du rival, par rapport aussi à la situation du match. Ici, je sais pas, je ne connais pas maintenant les scores à ce moment-là. Je pense qu'on était mené d'un but, mais nous, on était avec un effectif très, très, très réduit ces jours-là. Donc, on a préféré de rester derrière et d'essayer de monter des contre-attaques à chaque fois qu'il y avait une perte de la part de KB. Donc, on se place derrière et on demande la concentration, comme on a dit tout à l'heure, et on demande plus de responsabilités individuelles excusez-moi. Voilà. On voit l'exemple. Donc, on se place derrière, chacun avec sa marque. Chacun commence à ajuster les marques. Voilà. Maintenant, on y est. Position défensive de base. Tout le monde attentif. Même si on croit qu'on n'est pas agressif, à ce moment-là, chacun doit savoir c'est quoi la distance pour aller presser et pour rester derrière. Chacun contrôle son joueur. Même des fois, quand il y a menace de frappe, il faut être prêt. Voilà. Jusqu'au moment que même on est capable de monter la défense ou même d'être attentif. Chacun suit les signes. Et si on fait un saut défensif, il y a une situation à contre-deux. On ne récupère pas la balle, mais on détruit le jeu du rival. On voit quelques exemples. Par exemple, la défense de pivot. Vous allez voir la défense d'Ayoub, notre fixe ces jours-là, contre les pivots de KB. De quelle façon ils se battent un peu pour mettre en difficulté le travail du pivot, de ne pas faire facile son placement, de ne pas faire facile à chaque fois qu'il
et qui se met en disposition de passe par ses coéquipiers. Donc voilà, il se place par devant lui. Maintenant, il est bien. Le pivot, il joue derrière. Maintenant, il est pas dangereux, mais il essaie quand même de faire un peu, de mettre un peu de difficulté. Voilà, l'action continue. Maintenant, il contrôle le jeu, il est bien, mais il est toujours à sa même hauteur ou par devant lui pour éviter justement qu'il y ait la passe directe sur le pivot. Et si il contrôle, même si il y a une situation de faute que l'arbitre n'a pas sifflé, mais quand elle se met en disposition de passe, d'être toujours attentif au cas où de s'anticiper. Okay. On voit quelques exemples aussi de la concentration sur les actions de corner, touche. Ici, un exemple sur la concentration et le placement, la position défensive de base de tous les joueurs sur une situation de touche. Ça, c'est pour moi l'intensité qu'il faut avoir dans chaque situation de stratégie des combinaisons de la part du rival. Et s'il faut se jeter, on se jette. Ici, on voit aussi un autre exemple, peut-être moins d'intensité défensive, mais la même concentration quand même à niveau mental et tout le monde sous ce marque, et ça nous permet même de continuer une situation de dualité et même de récupérer une balle pour monter la contre-attaque rapidement, juste après une situation de combinaison de l'équipe rivale. Voilà un exemple de la concentration défensive contre les rivales, même quand on se trouve dans une défense basse. Menace de 1 contre 1, tout le monde est bien placé, chacun suit sa marque, on travaille sur la position défensive de base, chacun est attentif à sa marque, mais aussi au jeu. Ici, situation de passe entre lignes, on continue équilibré, ils ne sont pas dépassés. Voilà. Et à ce moment-là, on monte à contre-attaque avec une passe risquée de la part du rival. Voilà. Le but, c'était d'être patient et ils ont vu que de cette manière-là, des fois, quand l'équipe rivale met une passe antérieure, on a la possibilité de récupérer des balles. Encore une fois, un autre exemple pour contrôler les rivales, cette fois-ci, comme Rafa a fait, j'ai mis aussi quelques buts. Donc, voilà, je profite aussi un peu pour voir qu'est-ce que ça donne quand on va sur une défense basse. Chacun le sien, ici, un changement défensif parce qu'il y avait un rideau. Même si des fois l'intensité descend un peu, tout le monde est attentif à sa marque. Ici, cette passe-là n'aurait dû se permettre, mais bon, tout le monde est attentif. Et à ce moment-là, on récupère la balle. Voilà, on est bien placé, on est attentif, et même dans la contre-attaque, ça nous permet un peu de passivité défensive, peut-être de quelques joueurs du rival, mais ça nous permet aussi de finir avec un but. Voilà, ici l'exemple que je vous disais sur le tableau de tourner défensivement, on se trouve contre une équipe placée avec un placement de 3-1, les pivots loin de l'action, là où il y a le ballon. Ici, une situation de défense individuelle, chacun suit sa marque. Ici, on ne domine pas trop l'axe, parce que si ces joueurs font tourner les jeux de l'autre côté, ça ne lui donnerait pas le temps de revenir ici pour faire un bon pressing, si on se trouve trop près dans l'axe. Donc ici, au moins que ces joueurs éliminent les trois, c'est les gardiens qui doivent sortir, et ça amène à tous les joueurs à initier ces mouvements, à commencer ces mouvements de tourner défensivement. On les voit, on élimine les trois, et c'est les gardiens qui doivent sortir, et tout le monde, ces mécanismes-là, ça doit marcher. On les voit encore une fois, juste pour... Attention. Voilà. Les deux vont éliminer les numéros 3, et à ce moment-là, il va se trouver près de la cage, à 6-7 mètres de la surface. Donc, c'est les gardiens qui doivent sortir, et à ce moment-là, le reste, on doit fermer tous les espaces libres, toutes les lignes
d'attaque possible, toute la ligne de passe possible. Et à ce moment-là, on continue à équilibrer. Et c'est le gardien qui a tourné défensivement. Et bon, et juste pour finir, deux exemples, parce que la défense qu'on trouve, même si on a expliqué très rapidement quels sont les paramètres qu'on suit dans mon équipe à chaque hauteur défensif, on voit que dans tous les matchs, pas toutes les situations de jeu amènent à une seule hauteur défensive. Les défenses sont dynamiques. On peut commencer peut-être au milieu de terrain. La qualité de l'équipe rivale nous amène à défendre avec une défense basse, mais après on peut presser. Donc ça c'est vraiment les deux exemples que vous voyez. Et comme ça, et avec ça je termine déjà. Comment ça se comporte une défense dynamique dans un match, dans un championnat comme la D1 française. Voilà, on commence avec une défense basse. À ce moment-là, avec la qualité du rival, on essaie de ne pas faire des grosses erreurs. On est bien soudé, les lignes défensives, ça se voit, les travaux défensifs, ça se voit. Mais il y a un moment où Didi, ici, il hésite un petit peu. Et à ce moment-là, on monte, on passe déjà d'une défense basse à une défense haute. On continue le pressing. On continue le pressing et ça nous amène à une récupération de balles sur une passe diagonale de Didi au milieu. Et le dernier exemple, pareil, on commence avec une défense basse, à ce moment-là, on avait commis une faute, c'était un coup franc, tout le monde était sur une défense basse. Et voilà, j'ai mis le silence. Et on commence le travail défensif, tranquillement, on monte un petit peu, d'une défense basse, on passe à une défense au milieu de terrain, et une défense au milieu de terrain, il y a une mauvaise passe et on reste là, et même une mauvaise passe de l'équipe rivale, ça nous amène à une récupération, et même si la qualité de ces joueurs ne donne pas pour moi, pour plus, mais au moins on a fait les boulot. Donc voilà, et comme ça, avec ça, je termine mon intervention. J'espère que j'ai pu m'expliquer qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a fait à toutes les équipes où j'ai été, c'est quoi les paramètres, les consignes défensives qu'on a su. C'est, comme je vous ai expliqué, ça, c'est pas la vérité, c'est ma vérité. C'est les choses que j'essaie d'expliquer à tout le monde dans mon équipe. Et heureusement, on a réussi à faire de bons résultats avec ce type de défense. Et voilà. S'il y a des questions, s'il y a des choses que je peux éclaircir, donc voilà, je suis ouvert à répondre. Alberto, je te passe la parole. Manolo, j'étais en train de noter les questions ils te sont posées pas mal de questions. D'accord. Je te dis, par exemple, il te demande, Matt, il te demande comment travailler les bons moments pour attaquer l'adversaire. Tu le fais comment? Tu calcules le temps de la passe ou... Bon, ça dépend aussi un peu de la qualité du rival, ça dépend aussi de la circulation des balles du rival, ça dépend aussi de l'intensité défensive. Ce n'est pas la même chose quand on démarre le match avec un centre de départ qui est frais, qui est très concentré, qu'au moment qu'il y a 3, 4, 5 minutes de jeu de ces 5 de départ, et à ce moment-là, on est obligé à cibler un peu plus pour éviter de commettre des erreurs. Donc, normalement, quand c'est les joueurs qui décident d'y aller, les joueurs qui décident à quel moment, tout le monde, parce qu'on peut y aller ou on peut pas y aller. Mais au moment qu'on décide d'y aller, il faut que tout le monde soit engagé et tout le monde soit solidaire. C'est après on se trompe et l'équipe rivale dépasse une ligne défensive, on fait éliminer un joueur, à ce moment-là, on est obligé à défendre une infériorité numérique. Et tout le monde devra activer les mécanismes pour défendre cette infériorité numérique. Mais quand on y va, on y va. Donc, je demande à mes joueurs, au moment qu'il y a un mauvais contrôle, au moment qu'on voit que ce n'est pas trop doué pour l'équipe rivale, peut-être qu'ils ne regardaient pas qu'est-ce qui se passe dans les côtés opposés. Donc, c'est un choix qu'on travaille aussi à chaque entraînement et c'est les joueurs qui décident à quel moment il faut y aller.
De la même façon que quand on décide d'y aller et on se trompe, la prochaine fois, on essaie de cibler un peu mieux la situation qu'on décide. Manolo, il y a Mathis aussi qui te demande comment travaille toi la concentration du joueur dans la défense haute. Ça, c'est plus compliqué. Comment travailler la concentration? Ouais, ça part de chaque entraînement. Tout le monde dans chaque entraînement, même si on n'est pas conscient des fois, on travaille des situations qu'on met des règles, on met des consignes, qu'avec ça, on met des pressions aux joueurs. Quand on met des situations, par exemple, de jeux réduits dans nos entraînements, on met des situations où il y a une équipe qui mène 1-0, 2-0, et on demande dans les 3-4 minutes qui suivent d'égaliser ou même de dépasser, de revenir au score et même de dépasser ces scores-là, on essaie de mettre un peu de pression sur l'état mental du joueur. Donc, ces pressions-là qu'on applique déjà à l'entraînement, à chaque exercice d'entraînement, ça vaut aussi pour le match. Donc, les joueurs, il est habitué. Si on travaille dans les séances d'entraînement, on travaille des situations de pression, comme les time et les temps, comme les scores en contre, comme une situation de stress, ça va amener aux joueurs à être prêts, à être plus prêts pour qu'après, dans une situation de match, cette pression-là, cet stress-là, ils les contrôlent un peu mieux. Et le dernier, comme ça, je le passe la parole à Alberto. Je ne veux pas voler ton rôle de modérateur, mais… Il a fait très bien, t'inquiète. Il faut être attentif, Alberto. Tu vois, c'est comme ça, la bouge la concurrence chaise. dans le futsal, c'est comme ça. Ça, c'est pour toi, mais après, je pense que c'est pour tous les trois, parce qu'il y a deux qui sont mélangés. Il y a quelqu'un qui te demande que c'est lequel ton mode de rotation, de changement des joueurs, ton de jeu préférentiel et en fonction de la hauteur de ton bloc. Et après, il y avait aussi Ben qui nous a demandé à tous les trois si on a une stratégie pour gérer les changements, si on a une méthode différente, si on essaie de chercher toujours l'équilibre dans le terrain, si on fait des rotations par temps. Je te laisse, et après, Alberto, je te laisse faire. Bon, juste pour répondre, et après je passe la parole aussi, que j'ai beaucoup parlé dernièrement. Je n'ai pas contrôlé le temps de mon intervention, mais je suis désolé si vous avez ennuyé avec moi. Bon, et pour moi, il est très, très, très simple. Le temps de jeu, le temps de rotation, il est très simple. C'est la fatigue. Pour moi, c'est la fatigue. Au moment qu'on voit qu'il y a un seul joueur qui n'est pas capable de faire un effort défensif, soit un repli défensif, soit un bon pressing sur les porteurs de ballon, à ce moment-là, ces joueurs, avant la phase offensive, il doit sortir rapidement. Il faut le remplacer. Donc, la fatigue, ça va être la consigne à suivre. Et pendant les matchs, parce que ça, au départ de chaque saison, c'est pas le même. Il y a des joueurs qui veulent gratter un petit peu des temps de jeu et ils essaient de faire un peu les malins. Et bon. Mais au moment qu'ils comprennent que si un joueur il est fatigué, peut-être il n'arrive pas à faire un repli défensif ou une couverture ou même de tourner défensivement, c'est plus facile pour eux de comprendre à quel moment il faut qu'ils demandent les changements.